Pierre Sernin, en fait, est professeur d'histoire moderne, spécialiste de la Révolution à Paris 1. Et il a, par de nombreux ouvrages, enfin, il avait fait sa thèse sur Antonel, qui est un révolutionnaire un peu étrange, parce que c'est un grand aristocrate. Tu me dis si je dis des bêtises. Bon, c'est un grand aristocrate, mais en fait, ça va être parmi les révolutionnaires les plus radicaux, jusqu'à faire partie de la conjuration de Babeuf. Et puis en plus, il a une vie assez longue. Et du coup, voilà, ça fait longtemps qu'il rencontre la question du peuple en politique. Et dans ses derniers livres, donc il y a dans celui-là qui vient de sortir chez Champvallon, mais où il aborde la question du peuple un peu à partir de la vision des élites, vision des politiques. Et dans les livres précédents, notamment, il a fait une histoire des animaux, une histoire du peuple, là, plus au radio. En fait, qui abordait la question du peuple, parce qu'évidemment, le peuple est souvent animalisé. Donc, le peuple, c'est celui qui va être exclu, qui va être hors de l'humanité, à l'image des animaux, à l'image des Noirs, des esclaves. Donc ça s'appelait Comme des bêtes, chez Fayard en 2017. Voilà. Et donc Déborah Cohen, donc maître de conférence à l'université de Rouen, et qui travaille depuis des années donc sur le peuple. Elle est véritablement spécialiste. Donc d'abord dans la polysémie des figures du peuple, dans les formes de représentation du peuple, et aussi dans le rapport entre ce que sont des gens très différents et le mot peuple lui-même, ce qui moi m'intéresse beaucoup, la façon dont on désigne le réel. Donc j'ai eu la chance en tant que directeur de collection aux éditions Champvallon de publier sa thèse, donc qui s'appelle La nature du peuple, et c'est intéressant parce que pour moi qui suis spécialiste d'histoire de la Révolution, je suis toujours curieux de comprendre la Révolution par rapport à ses origines. Donc Déborah a beaucoup travaillé sous la direction d'Ardé de Farge sur le XVIIIe siècle. Donc c'était ça qui aussi m'intéressait, parce que bien souvent en histoire de la Révolution, on ne fait pas assez attention au fait que bien des choses de la Révolution s'expliquent par ce qui s'est passé aussi avant. Donc il faut bien connaître le XVIIIe siècle. Voilà, et dans ce cadre-là, elle vient de faire paraître aux éditions Alamosa, donc très récemment. Donc un livre court, donc il se veut... non, c'est pas petit, c'est un livre court. Donc il se veut dynamique, et il se veut quelque peu pamphlet aussi, c'est-à-dire donc il y a aussi des jeux de graphie dans ce livre-là, bon, qui fait que, comme moi, je pense qu'il y a une volonté d'engager quelque chose du passé, de nos métiers d'historien, par rapport au présent, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, en tant qu'historiens, et avec nos méthodes, et on l'espère en étant rigoureux, pouvons dire de ce qui se joue en ce moment, qui est difficile à comprendre, qui est dans un monde en mutation, confusion, dans le risque, dans les dangers, ou dans les formes inattendues de rejeu, même si c'est toujours différent, l'histoire ne se répète pas, mais enfin bon, on essaie de faire des comparaisons qui sont plus ou moins justes, qui sont plus ou moins efficaces. Voilà, je pense que c'est aussi pour cela, donc on pouvait participer à ce festival sur le peuple et ses représentations. Donc, en fait, moi, ça fait partie d'une nouvelle petite collection dans une maison d'édition qui s'appelle Anamosa, une collection qui s'appelle Le mot est faible, et l'intérêt de la directrice de cette maison d'édition qui s'appelle Chloé Paté, et puis du directeur de cette collection qui s'appelle Christophe Granger, c'était de dire il y a plein de mots comme ça qui faisaient partie au fond d'une tradition de gauche, et qui, même si bien sûr les mots appartiennent à tout le monde, en fait, ont été
en un sens réapproprié par la droite, au sens où la droite essaye de fait 2 opérations, d'effacer leur histoire, d'effacer toute la charge justement d'images, de vécu historique que portent les mots, pour les changer, et du coup de leur faire perdre leur force dans l'histoire, de les énerver, au sens d'enlever leur nerf, enlever leur chair. Et donc il y a ces mots, évidemment, je pense, une des choses aussi qui a déclenché la réaction chez cet éditeur, c'est quelque chose dont tu parles beaucoup, Pierre, dans ton livre, c'est le fait que un des premiers actes d'engagement du candidat Macron, c'était un livre qui s'appelait Révolution. Tu me diras un mot. Donc Révolution pour présenter en fait un programme, alors qu'on peut dire libéral ou qu'on peut dire d'extrême centre. On viendra, mais donc voilà, il faut qu'on se réapproprie. Les mots. Et donc il va y avoir plusieurs mots, donc révolution, peuple, école, progrès. Et donc sur peuple, l'idée c'était de dire il y a toute une charge justement historique derrière le mot peuple, et plein d'images. Quand on dit peuple, pour ça charrie des images de gauche, je sais pas, Arletty, la bête humaine, Delacroix, la liberté qui est dans le peuple, et des événements, le 14 juillet, le 1830, 1848, 1871, etc. Et en fait, en même temps, l'idée c'était de montrer qu'on n'utilisait plus vraiment le mot. Personne disait peuple, alors vaguement. La France insoumise a essayé un petit peu à un certain moment de dire peuple, de dire les gens, mais en fait tous ces mots qui désignent quelque chose qui serait à la fois une réalité sociologique et une réalité politique n'étaient plus utilisés, même par des militants. On n'allait pas voir les gens en disant le peuple veut, le peuple se lève. Et donc il y avait un décalage entre une espèce d'attente, d'affect nostalgique, retrouver ce peuple, où est le peuple de 36, où est le peuple des grandes grèves, une sorte de décalage entre cette nostalgie et puis un mot qui ne voulait plus dire grand-chose, qui n'était plus utilisé. Et dans ce décalage, en fait, c'est glissé l'extrême droite qui est venue pour en jouer et pour dire nous on assume et on dit peuple, et aussi bien Jean-Marie Le Pen que sa fille surtout ont essayé bien sûr de capter cet héritage, capter l'idée qu'il pourrait, que l'extrême droite pourrait représenter et porter les valeurs à la fois sociales et politiques du peuple. Et donc l'idée c'était de rendre ça son histoire au mot, de montrer d'où il venait, dans quelle charge de contestation il avait pu porter, et il pouvait continuer à porter.
Ouais. Là-dessus. Tout à fait. Mais si, tu veux dire un mot là-dessus? Oui. C'est Oui, je tout viens. à fait cohérent. Oui, c'était. Oui, j'ai eu la même impression que vous en voyant Saïra, et ça me permet à mon tour, donc de présenter mon projet. Bon, c'est pas un projet simplement opportuniste qui naît en 2017. C'est-à-dire que ce livre est issu d'un autre livre qui a été publié en 2005, qui s'appelle La République des Girouettes. C'est-à-dire que j'avais envie d'écrire une histoire de la Révolution qui ne soit pas assujettie justement à ce que l'on connaissait, à une sorte de slalom avec des portes déjà construites avant que je m'élance sur la piste. La porte prise de la Bastille, la porte fête de la Fédération, la porte massacre de septembre, la porte Robespierre, puis la porte consulat. J'avais envie de faire autrement et de dire, voilà, la Révolution, c'est pas simplement des dates. Bon, bien sûr, ce sont des dates, je suis un historien, je ne vais pas transformer les dates, mais ce sont des personnes qui font la Révolution. Et ces personnes, elles appartiennent à des générations. Donc on a la génération qui naît vers 1740. Alors c'est assez intéressant parce que ça permet aussi de voir aussi qui sont les gens qui sont nés en 1940, dans les années 40, 50. Il y en a peut-être ici. Donc sont ces gens-là qui font la Révolution. Ça veut dire que ce sont ces gens-là qui en 1989 auraient fait la Révolution. Ce n'est pas les gens qui, comme moi, sont nés entre 1960 et 1965, qui ont été plus jeunes et qui ont fait plutôt l'autre partie du travail après la mort de Robespierre, qui sont arrivés. Bon, quoique, il y a eu des gens très très jeunes. Quoi. Et puis après, il y a eu la génération 1780 qui a animé le libéralisme de la Restauration. Donc moi, ce qui m'a intéressé, ça a été de casser un récit par chronologie pour réintégrer du fait générationnel avec des générations qui s'interpénètrent les unes les autres. Et du coup, c'était une façon aussi de trouver une nouvelle forme de narrativité, parce que tout le monde ne meurt pas pendant la Terreur, tout le monde ne meurt pas pendant la nuit du 9 au 10 Thermidor, et on peut dire que c'est l'écrasante majorité des Français qui continuent à vivre après la Terreur et après le 10 Thermidor. Donc, je me suis posé cette question de savoir, mais que deviennent ces gens-là ? Et c'est quoi la politique pour ces gens-là qui ont vécu des années à ce point extraordinaires, 1789-1794 ? Et c'est là que j'ai commencé une histoire, pas déceptive, mais enfin une histoire ni désenchantée, mais une histoire que je pensais plus réelle. C'est-à-dire, je ne crois pas beaucoup à l'histoire vraie, mais je crois à l'histoire réelle. Je ne sais pas si l'histoire dit de vérité, enfin moi, le mot vérité, je m'en méfie un petit peu, comme étant connoté du point de vue moral. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le réel. Enfin, quels sont les outils, quels sont les documents dont je dispose pour dire ça s'est passé. Voilà, ça s'est passé. Et donc, ce qui s'est passé, ce sont des gens qui, un petit peu débordés par les événements, j'aimerais bien nous y voir nous-mêmes, entre passer de Louis XVI à Robespierre, à Barras, à Bonaparte, à Napoléon, à Louis XVIII, à Napoléon, puis de nouveau Louis XVIII et Charles X, pour ne pas parler de Louis-Philippe, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous ? J'en sais rien. Attendant, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y avait plusieurs attitudes. Soit ils sont restés sur des attitudes ultra radicales, parce qu'ils étaient contre-révolutionnaires, parce qu'ils étaient révolutionnaires, ils se sont construits une dureté idéologique, ils n'ont pas bougé. Alors soit on dit ce sont des purs, soit on dit ce sont des radicaux, soit on dit ce sont des crétins parce qu'ils n'ont pas su évoluer avec leur temps. Il y a plusieurs possibilités. Je rends compte des discours que j'ai trouvés. Soit ils ont été indifférents. Beaucoup de Français ont été indifférents, ont traversé la période en se disant bon, ça va, ça bouge à Paris, mais moi j'ai mes affaires. Tous les matins, je ne me réveille pas en chantant la Marseillaise ou en chantant au Richard, au Montroi. Et puis il y en a beaucoup qui ont fait la politique, qui ont fait aussi la France, sur lequel je ne porte pas de jugement de valeur, qui se sont bien souvent adaptés. Alors, très vite, né dans le langage politique, le Judas politique, le Janus Bifron, la girouette, donc ça va devenir quelque chose de très fort, donc, et va apparaître cette figure dans la politique française, la girouette. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il n'y en a pas dans d'autres pays ? Si, bien sûr, il y en a dans d'autres pays, mais c'est un petit peu différent en France. Pourquoi ?
C'est là que ça m'intéresse. Mais tout simplement parce que la naissance de l'État en France, et Bernard Guénon a beaucoup travaillé là-dessus, la naissance de la République se fait dans un contexte dramatique qui est la guerre. Ça veut dire que la République est de suite un régime d'exception. Et dans un régime d'exception, les principes ça va, mais la politique et faire tout pour gagner, c'est mieux. Donc en fait, on va se retrouver sur un régime d'exception normalisé. Ça sera toujours l'exception normalisée. Je crois qu'aujourd'hui, on vit dans un régime d'exception dans la loi, d'une certaine façon, puisque l'état d'urgence est passé dans la loi, et qui fait que, au fond, les principes vont passer à l'arrière-plan au nom de ce qu'on va pouvoir appeler la raison d'État, ou ce qu'on va pouvoir appeler la haute administration, ou ce qu'on va appeler tout simplement le pouvoir exécutif. Donc très vite va naître en France une sorte de tension très forte dans la vie politique entre pouvoir législatif comme pouvoir des idées et pouvoir exécutif comme réalisation de la loi. Et je me suis rendu compte en 2005 donc on avait été longtemps victime. On avait longtemps subi un discours qui consistait à dire oui, la France est un pays ingouvernable parce que la droite, la gauche se disputent tout le temps. La droite, la gauche ont toujours des discours très radicalisés. Regardez du côté des États-Unis, regardez du côté de l'Angleterre, regardez du côté de l'Allemagne. Le principe du pragmatisme, le principe de la réelle politique, le principe du dissensus bien discuté fait que ça marche mieux. Et donc, d'une certaine manière, c'était revenir à l'origine de la droite et à la gauche, et d'une certaine manière critiquer la droite et la gauche et critiquer la révolution qui avait créé le clivage politique très fort. Et puis au fur et à mesure, je me rends compte, par cette génération, ces gens qui commandent pendant la Convention, qui commandent pendant le Directoire, qui commandent pendant le Consulat, qui commandent pendant l'Empire, et qui se retrouvent parfois même pairs de France pendant la Restauration, je me dis, mais c'est les mêmes ces gens-là. Il y a un petit problème quand même. C'est les mêmes ces gens-là, donc qu'est-ce que j'en fais de ces gens-là? Qu'est-ce que je dis de ces gens-là? Alors, soit je dis, ah là là, ce sont des girouettes, c'est très mal. Ça ne m'intéresse pas de faire ça parce que je suis historien, j'essaie de comprendre leur logique à eux. Puisque on peut dire de façon bravache, je suis de gauche, on aura des amis, on aura des ennemis. On peut dire, je suis royaliste, on aura des amis, on aura des ennemis. Jusqu'à preuve du contraire, jamais personne n'a dit je suis une girouette. Les girouettes, c'est toujours les autres. Hein. C'est toujours les autres. Mais soi-même, on s'est adapté, on s'est tu, mais on avait gardé pour soi la bonne attitude. Donc c'est très compliqué. Je suis parti à la recherche d'un objet invisible, en attendant un objet qui a été revendiqué par personne. Donc je prenais une responsabilité, il fallait que je construise une grille pour dire, lui il a été girouette parce que ceci, cela. Et donc dans cette grille, en fait, il y a deux autres éléments qui m'ont apparu importants pour définir cette politique-là. Cette politique-là, le deuxième aspect qui m'a retenu, c'est la modération politique. Puisque les radicaux se retrouvaient à droite et à gauche, tout d'un coup, on a vu une classe politique qui était bien formée, qui avait une culture politique, qui était du côté de cette modération et qui revendiquait cette modération pour elle, en disant nous parlerons doucement, nous parlerons avec des mots choisis, nous n'insulterons personne, nous aurons un langage châtié, nous ne nous insulterons pas, nous ne calomnierons pas. Donc ça, c'est toute une éthique, un néo-stoïcisme républicain qu'on voit très bien apparaître dans la langue des avocats. Un collègue, un ami, Hervé Levers, travaille sur ce thème-là. Donc le thème de la modération. Et le thème de la modération, c'est un thème qui va prendre un nom, c'est la politique du juste milieu. La politique du juste, celui qui n'est pas dans la partialité, et du milieu, parce qu'il essaie de concilier ce qu'il y a de bon à droite et ce qu'il y a de bon à gauche. Enfin, si vous regardez entre la page 25 et la page 30, je connais presque par cœur les 243 pages du livre Révolution, qui est le livre programme d'Emmanuel Macron. J'ai considéré que c'était un document, soit c'est un fiefé menteur et il n'y croit pas, soit je crois qu'il croit, à ce qu'il écrit, même s'il n'a peut-être pas écrit seul, mais enfin je crois qu'il croit à ce qu'il écrit, et donc je considère que c'est ce qu'il écrit, c'est ce qu'il pense.
Et donc, entre la page 25 et la page 35, procédé de rhétorique ultra courant, si c'est être à gauche que d'aimer le peuple, de protéger le peuple, de vouloir les bons sentiments, de vouloir l'humanisme, de vouloir les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de vouloir garder la sécurité pour tout le monde, de vouloir un État protecteur, je suis à gauche. Si c'est être à droite de vouloir la sécurité, de vouloir la tranquillité, de vouloir la compétition, de vouloir le bon résultat des entreprises françaises, de vouloir défendre l'initiative et de mettre un petit peu moins d'État, je suis à droite. Donc, une stratégie politique qui consiste à vouloir, sur le papier, dire moi je vais réconcilier le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite, ou dans un centre, forcément, bien évidemment. Ce qui lui permet de débaucher les ailes modérées de la droite et les ailes modérées de la gauche. Vous le voyez encore cette semaine, ça continue. Et donc, si la gauche modérée et la droite modérée viennent vers ce centre-là, ça veut dire qu'à gauche et à droite, on se radicalise encore plus. Encore plus. Et le troisième élément, c'est que, comme cette politique du centre est finalement assez faible idéologiquement, elle est assez faible idéologiquement. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente, mais elle est assez faible idéologiquement. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de principes bien pensés à partir de Machiavel, de Mably, de Condorcet, de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire. C'est pas ça le problème, c'est pas la pensée du centre, c'est l'action du centre qui est important. Tout à coup, ce centre-là va bien sûr avoir pour objectif de montrer son efficacité dans un réel que j'appelle celui de la gouvernance, de la République administrante, et donc forcément la politique de l'exécutif. Donc tout d'un coup, on se retrouve avec un centre, et c'est pour ça que je l'ai appelé extrême, donc qui a sa radicalité, et sa radicalité, c'est, en dernière analyse, son efficacité d'assurer l'ordre public pour un ordre social, celui que va inventer la Constitution de l'an 3, largement fondé sur la propriété, largement fondé sur le régime des meilleurs, via la méritocratie républicaine, et qui n'hésite pas finalement à faire jouer en permanence ce qui est en fait l'efficacité du politique, l'efficacité du pouvoir exécutif, l'efficacité de la police, l'efficacité de la guerre, des forces militaires françaises. Je pense que la France est encore un pays qui le démontre, qui l'a démontré il y a une quinzaine de jours, donc qui a des troupes spéciales qui interviennent, d'autres pays bien plus puissants, bien plus riches que la France, comme le Canada, le Japon ou l'Allemagne, sont bien plus tranquilles. Alors, peut-être parce qu'ils n'ont pas la même conception de la République ou de leur mission, mais ça joue beaucoup. Et donc, c'est pour ça que cet oxymore, je me suis donné la permission de le construire en 2005, d'autant que j'avais été particulièrement choqué par les convocations des opinions publiques européennes pour la constitution de Maastricht. Et au fur et à mesure que les peuples disaient non, attendons la majorité, les gens qui disaient non, les gouvernants disaient ah mais pas de problème, vous avez dit non, mais ça sera oui quand même. Et là je me suis dit il y a un problème quand même de gouvernance, de république, de représentation des peuples européens. Je pense qu'on peut le dire sans que ce soit connoté trop idéologiquement. Et puis 12 ans plus tard arrive 2017. Et donc je me dis tiens, j'avais peut-être pas entièrement tort, et peut-être est-il temps de comparer, de faire le saut et de faire autre chose qu'un travail d'histoire, et de faire un saut vers le présent et essayer de se poser la question de savoir, non pas si l'histoire se répète, mais comment les crises françaises, celles de 89, de 92, de 94, de 99, de 1814, 15, 1830, 48, 1851, 1870, 1886, 1940, pas de tabou sur 1940, 1958, se construisent-elles et construisent en fait des hommes providentiels. Donc des hommes qui se présentent souvent comme étant des militaires, pas toujours, mais enfin, en attendant qu'ils prennent des postures martiales, à commencer par, ou à terminer par Emmanuel Macron, et qui sont des sauveurs. Pourquoi on n'a pas ça, par exemple, aux États-Unis? Pourquoi on n'a pas encore moins cela en Angleterre? Beaucoup de défauts en Angleterre, mais au moins ils sont sauvés de ça.
Qu'est-ce qui, dans l'histoire de France, crée cette figure-là de l'homme qui va se poser au-dessus des partis, comme si c'était sale, comme si c'était pas bien, et qui va dire, mais moi je suis au-dessus des partis, et je suis dans un espace qu'il ne définit jamais lui-même, bien sûr, mais dont on comprend qu'il est un centre tout à fait radical. Voilà, et donc, cette politique est bien souvent une politique, et je pense que c'était le rapport avec le livre de Déborah, c'est une politique qui fait la contrepartie du livre que j'avais composé il y a 2 ans sur les animaux, puisque c'est une politique de ce que j'appellerais, non pas l'anti-peuple, mais des formes d'exclusion des non-experts, des non-sachants, des plus ignorants, de la chose publique qui serait tellement complexe qu'il faudrait la laisser à des gens qui sont super diplômés, super actifs dans le monde des affaires, parce que ce sont eux qui savent, le peuple en lui-même ne sait pas très bien. Voilà. Et donc, ce qui m'a intéressé dans le livre de Déborah, c'était un petit peu cette idée de performativité, quoi, quand même, du peuple, du mot peuple et dans sa représentation. Maintenant, la possibilité de l'agir, ce mot encore. Oui, aussi, tu montres, le peuple dans ce schéma que tu présentes, où le centre et la modération et l'expertise et le savoir et la non-passion et la non-politique. En fait, le peuple est à deux bouts, est aux deux extrêmes. Le peuple est le peuple dangereux, excité, qui réintroduit de la passion. C'est le peuple de gauche, une forme de radicalité politique de gauche. Et puis, il y a aussi le peuple de droite, qui est aussi radical, qui est, alors, lui, présenté autrement, qui est en fait soumis à la récupération, qui est instrumentalisé, et qui va, dans les deux cas, on va parler du coup de populisme, pour dire ce sont deux formes d'excitation finalement que nous on pacifie au centre, qui est une manière du coup de les exclure de la légitimité et de dire qu'ils ne correspondent pas à ce qui doit être l'exigence d'une politique dépolitisée, d'une politique qui est au-dessus des partis et qui pourrait éviter la guerre civile. Finalement, peut-être tu en parles et tu insistes. Tu en parles, tu commences là-dessus aussi. Finalement, tu commences le livre là-dessus, sur cette angoisse française. Oui. Et c'est vrai qu'on est à Fontainebleau aussi, on est dans le château de François Ier, on est en plein dans le début des guerres civiles. Il y a cette idée aussi que le peuple, c'est celui qui est porteur de la possibilité de la guerre civile. Et il faut donc, finalement, l'exclure, dire qu'on doit faire la politique, on doit organiser le bien de la nation sans lui. Mais bon, c'est pas vraiment possible de le dire comme ça, comme tu dis, puisqu'il y a cette modération de langage. Donc, il y a des moments de l'histoire où on a des libellistes, on a aussi des moments de l'histoire où on a, y compris maintenant, des hommes politiques qui vont faire des lapsus, parler des sans-dents, parler heureusement j'oublie le registre de l'insulte, mais qui est pas dominant. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'insultes, par exemple là maintenant au moment des Gilets jaunes, quand même au début, pour décrédibiliser ce peuple, mais c'est un registre qui va être un peu masqué, peut-être. Et on va dire au contraire que le vrai peuple, c'est celui qui vote, puisqu'il y a toujours cette ambiguïté dans le mot peuple. Il y a le peuple au sens sociologique. Alors celui-là, justement, c'est celui qui est facilement décrédibilisé et qui
qu'il faudrait éliminer, alors qu'il faudrait éliminer républicainement en le faisant monter, peut-être, en effaçant, lui, les stigmates du populaire, de ce qui est supposé être l'ignorance, ou l'éliminer alors au 19e en n'accédant pas au suffrage universel. Mais aujourd'hui, comme il est censé pouvoir se prononcer par le vote, eh bien, il n'y a plus lieu, théoriquement, de se manifester autrement. Donc, quand on a des centaines de milliers de personnes dans la rue qui disent, comme on a vu sur le mouvement, sur les dossards des gilets jaunes, enfin sur les gilets jaunes, le peuple veut la démission de Macron. Nous sommes le peuple, le peuple est là, etc. La réponse, c'est non, le seul peuple qu'on peut entendre en République, c'est le peuple qui s'exprime par le vote. Et bien, le vote a donné le pouvoir au centre. Et voilà, et bien, tu parlais de performatif, bien sûr, il y a un effet, il y a un effet dans le stigmate qui est jeté sur la foule, sur la capacité à se mettre en action, qui est un sentiment d'illégitimité de ce peuple en action lui-même, une difficulté à rentrer dans un mouvement. Après, en même temps, quand ça commence, difficile aussi à s'arrêter. Tu veux... Oui, je voulais simplement terminer, si vous avez des questions, je voulais simplement terminer à propos de cet extrême centre, par rapport à aussi les formes de construction de représentation du pouvoir, puisque je l'ai défini comme étant en fait un pouvoir en constante adaptation à un réel changeant, donc avec une idéologie par définition qui est plutôt a-idéologique, mais qui n'en demeure pas moins idéologique pour moi, puisque je pense que ce centre-là, vous l'avez compris, c'est un centre dont l'essence Louis-Philipparde serait, comme le président Emmanuel Macron l'a dit, comme horizon d'idéalité pour la jeunesse, devenir millionnaire en euros, comme le ministre de l'Intérieur Guizot avait pu dire à une jeunesse « enrichissez-vous ». Et d'une certaine autre façon, donc, cette idée de construction d'une représentation du peuple par cet extrême centre qui a besoin, bien évidemment, donc, à défaut de l'égalité qu'il a, c'est difficile dans des mondes tels que les nôtres de gouverner sans légitimité aucune. C'est bien le problème à l'heure actuelle, donc, d'un homme qui, au soir du premier tour, avait moins de 1 million sur 68 millions quand même d'habitants en France, moins de 1 million de voix de plus que la deuxième candidate, et moins de 1,5 million que le troisième, et qui a été élu par défaut. Des gens comme moi, qui sont des républicains disciplinés, ont voté au deuxième tour contre Madame Le Pen, et du coup pour M. Macron. Donc se pose la question de savoir est-ce que nous sommes pris en otage déjà par rapport au 6e tour de 2022, puisque le premier tour a eu lieu en 2002, le deuxième en 2017, et manifestement le président de la République est en train de tout construire pour 2022. Alors comment fait-il pour contrer ces images d'un peuple qui serait contre lui, ou d'un peuple souffrant, ou d'un peuple qui pourrait justement aller voter ailleurs que vers lui et se déjouer de sa parole. Alors, l'histoire ne se répète pas, les images ne se répètent pas, je parle devant Annie Dupont, mais j'ai trouvé que ces deux images se parlaient avec exactement 230 ans 230 ans presque, parce que l'une, ça représente deux scènes de février 1789 et février 2019. Mais l'une a été produite dans les heures qui suivaient, c'est la photographie, donc c'est Soisig de la Moissonnière
qui est une photographe officielle de l'Élysée, qui, quelques heures après ce qu'on appelait la maraude du président de la République avec les services sociaux, des SAMU sociaux, a tweeté cette photo dans la nuit du 14 au 15 février. Et là, nous avons une commande qui est faite par Louis XVIII à Louis Arsan en 1817, qui, pour redorer le blason de son frère, demande qu'on le montre comme un roi débonnaire, comme un roi miséricordieux, comme un roi philanthrope et généreux au moment du terrible hiver 1788 qui précède celui du grand débat national de l'époque, qui est les cahiers de doléances. Donc finalement, on voit, ça m'a intéressé, deux chefs d'État, qui se mettent au niveau de... Donc c'est assez intéressant comme posture et comme stratégie picturale. On le voit dans le cas de Louis XVIII, tenant par l'épaule donc une jeune fille. Bon, dans les codes de communication aujourd'hui, c'est impensable de l'imaginer, en attendant des bonheurs et qui vient réconforter ces personnes-là. De suite, je dis que on n'a pas de raison de penser que Louis XVI, ne l'a pas fait, s'il l'a fait, qu'il n'était pas sincère, sûrement, en voyant la misère des gens. Moi, je pense que quand on voit les haillons et quand on lit les descriptions de misère en 1789, je ne pense pas que Louis XVI ait eu un cœur d'airain. Je pense qu'il a dû comprendre que des gens souffraient. Et je pense qu'il en va de même. Donc, dans sa tenue, il est loin d'être en majesté. Bon, de même, là, on a un jeune homme de 41 ans, un homme jeune de 41 ans, Macron, en jean et en blouson de cuir. On ne le voit pas, mais c'est un jean et un blouson de cuir. On ne voit pas le pauvre parce que par décence du XXIe siècle, on ne veut pas faire honte aux pauvres. Mais on voit que le président s'est agenouillé devant lui. Donc il y a toute une symbolique. Mais une symbolique qui renvoie aussi à un drôle de rapport qu'a le président Macron avec la royauté. Il ne s'en est pas caché, il a dit plusieurs fois que les Français étaient en mal de roi, que lui-même n'allait pas terminer comme Louis XVI. Bref, il parle souvent de la royauté et peu souvent de l'histoire de la République. Et ça, les deux postures m'ont fait penser à un autre rite médiéval qui est celui du roi thaumaturge. Louis XVI est là, je vous touche, ça va mieux. Emmanuel Macron ne touche pas, mais il regarde le pauvre, ça doit le réconforter et lui amener un petit peu de chaleur. Là encore, je ne préjuge pas de la sincérité de l'homme Emmanuel Macron qui se dit bon ben voilà, si je le fais, on va se moquer de moi, si je le fais pas, on va se moquer de moi, donc je le fais parce que j'ai envie de le faire et j'ai envie d'aller réconforter quelques pauvres dans la nuit parisienne. C'est pas ça que je juge. Ce que les pages qui suivent le commentaire de cette photo-là sont des pages qui sont extraites des rapports très officiels de la Croix-Rouge, de la Fondation de l'Abbé Pierre et de ATD Quart-Monde et d'une association d'insertion du Val-de-Marne, qui contredisent complètement l'image. C'est-à-dire qu'elles montrent comment, depuis ce qui a été le plan de pauvreté qui a été décrété le 16 septembre 2018, tous les faits, c'est-à-dire tous les chiffres, c'est-à-dire toute la gouvernance, ce qui est efficace pour ces gens-là, les chiffres, l'économie, la mesure, les faits réels, contredisent cette attitude de commisération, d'empathie, cet homme à genoux qui semble être à l'écoute du pauvre. Ça se chiffre par des centaines de millions d'euros en moins pour le logement social, pour les associations de réinsertion, pour les pauvres, pour l'alphabétisation des enfants les plus pauvres. Je travaille dans un groupe interdisciplinaire à l'Université de Paris 1 avec des professionnels d'ATD Quart-Monde et qui voient bien que la question de l'éducation, de la culture, qui est pour eux essentielle, la dignité des personnes, n'est pas du tout respectée par les mesures actuelles. Donc là, on a justement deux images qui sont fortes politiquement et qui sont des formes d'imposture, des formes d'imposture visuelle,
puisqu'elle montre un engagement personnel, mais que contredit toute la politique de ces deux hommes-là. Là, on est sur des formes de radicalité, de manipulation et ce que j'appelle des formes d'imposture visuelle, bien qui me font dire que on n'est pas du tout en situation de répétition, mais on est en situation donc d'une longue histoire des élites françaises dans ce qu'elles ont de contradictoire entre philanthropie d'un côté, on le connaît, on le sait bien, et entre, d'une autre façon, donc, un principe de réalité qui fait que le pauvre reste celui, soit qui ne veut pas travailler, soit qui se cache parce qu'il est un migrant, soit parce qu'il n'a pas de papier, soit parce qu'il est feignant, soit parce que il n'a pas suivi le bon chemin. Bref, Est-ce que je peux dire il y a quelque chose toujours quelque chose qui fait en fait que malgré la figure de l'empathie, le pauvre reste à l'extérieur d'un cercle de notabilité ou de respectabilité. Je veux dire que je ne suis pas complètement d'accord avec ce que tu dis, je suis complètement d'accord avec ton analyse des images, avec ce que tu dis du fait qu'on ne voit pas le pauvre. En fait, c'est pas juste pour respecter sa dignité. Je pense que la manière de ne pas montrer le pauvre, en fait, de ne pas le voir, c'est absolument central et c'est un schéma très ancien. Et je voudrais raconter une anecdote que rapporte Madame du Châtelet, ou peut-être c'est Voltaire, mais Madame du Châtelet se baigne et elle se baigne et elle a un valet qui doit lui verser de l'eau. Donc elle est nue dans sa baignoire et le valet doit lui verser de l'eau dessus. Et le valet est un jeune homme, elle est une jeune femme connue pour être non seulement une grande intellectuelle, très belle, mais aussi une très belle femme. Et donc le valet, il est un peu troublé, forcément, et donc il verse mal l'eau. Et donc Madame du Châtelet l'engueule, quoi. Et en fait, elle ne comprend pas le trouble du jeune homme. Pourquoi ? Parce que c'est un valet. Donc au fond, ça n'est même pas un homme. Elle ne l'imagine pas comme ça et elle ne le voit pas, en fait. Elle le voit comme un verse, comme si elle avait une douche, quoi. Et en fait, voilà, je pense qu'il y a une sorte de cécité des élites qui ne voient pas le peuple, et qu'on a là aussi. Et en fait, c'est le fait de ne pas le voir, ne pas le voir concrètement, qui permet finalement de le traiter comme un chiffre, comme un nombre. Et donc, tu peux dire, bah oui, ok, il y a 200 000 personnes à la rue, supprimer 250 lits, on s'en fiche, puisque c'est des nombres, c'est des chiffres. Et j'ai trouvé de ce point de vue, alors je ne l'ai pas lu, mais le livre de François Ruffin qui est paru, Ce pays que tu ne connais pas, adresse à Macron, où il revient là-dessus sur finalement le fait que ce savoir, cette expertise qui a retiré la capacité à voir des figures, à toucher les gens, à sentir que la pauvreté, c'est pas des chiffres, mais c'est des vies, des existences. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'extrêmement bien vu, quoi, et qui mettait le doigt sur une tradition très ancienne d'invisibilisation. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis là, et je pensais entre le tableau récent de 2016 et puis Macron au-dessus, il y a aussi plein de différences. Oui, oui. C'est-à-dire que tu as parlé de couverture, des rois en dehors de la couverture, ils sont ici, c'est le principe. C'est devenu un marché des sujets. Or, aujourd'hui, la pauvreté existe depuis longtemps, mais on ne parle pas de pauvres. On parle de précaires. On parle de fragile. À chaque fois que j'entends ça, je me dis, mais est-ce que c'est cette façon de ne pas dire à penser que vous êtes là, que souvent on exagère, c'est aussi des autres choses, mais chacun d'entre nous n'est pas une statistique. Et ce que tu viens de dire, Déborah, concernant la photo reçue,
Oui. Non. 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 Non, non, non. Dans son livre Révolution, il y a un passage obligé qui sont les grandes figures de l'histoire de France. Donc ça, il y a des figures, ça va de Henri IV au général de Gaulle. Mais quand il aborde les deux figures de la construction des programmes économiques et des transformations les plus intéressantes pour lui, c'est Colbert et Napoléon III. C'est lui qui l'écrit, c'est pas moi. Moi, je suis un historien. C'est Colbert et Napoléon III. C'est quand même pas, ce n'est pas anodin quand même. Ce n'est pas rien. Est-ce que peut-être juste parce qu'on n'a plus beaucoup Oui, de temps, est-ce qu'on peut dire juste on a même fait un débat deux mots à sur 4. tu vois, ce que ça signifie, ce que tu appelles l'historien citoyen, quoi. En quel sens on est légitime ou pas légitime, ou quel sens ça a pour parce que en fait il y a à la fois des gens dans le public cultivés ou pas cultivés qui aiment pas ce genre de démarche, et puis il y a des gens dans nos collègues qui vont dire mais qu'est-ce qu'ils font là Là le responsable c'est quand même largement Bernard Guénaud qui est là ici, que je considère avec Michel Vauvel comme mon deuxième professeur, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où Bernard, pas tant sur le champ du directoire, mais sur le champ de l'esclavage, a eu une position très très novatrice à Paris 1, et donc a invité Yves Benot, qui n'était pas un historien de formation, qui était un homme politique de grand renom, qui après est devenu un grand historien, bien sûr, mais ça, il n'en demeure pas moins que la posture d'historien très rigoureux de Bernard ne pouvait pas ne pas s'accompagner aussi de quelque chose où il était sollicité dans la société civile. Donc, on est historien de la Révolution, on est plus ou moins sollicité pour dire mais quel est le rapport avec le réel, on l'a tous vécu, et deux, de façon très 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 hebdomadaire ou quotidienne, comme tu le veux. Le fait de travailler avec Bernard est très 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 sensibilisé à la question des colonies, au point de vouloir recruter pour la première fois à l'Institution de la Révolution française un spécialiste d'histoire des colonies, Frédéric Régent. C'était pour moi quelque chose de naturel, après, que de penser de toutes les manières, autant assumer, puisque nous vivons dans une république démocratique. Nous sommes historiens, nous sommes des gens qui travaillons dans la causalité, donc l'origine de cette république démocratique, c'est la Révolution. Donc, sans faire de comparatisme, sans faire d'anachronisme, quelle est la continuité, quelle est la longue histoire du politique. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est encore plus que ça. C'est-à-dire qu'à la fois, ton travail, ce que tu fais, c'est ta connaissance de l'histoire et de cette continuité transformative en même temps, parce que c'est jamais la même chose. Elle éclaire quelque chose du présent, mais en fait, en regardant aussi le passé à partir du présent, tu montres des choses qu'on ne savait pas du passé, puisque cette figure de l'extrême centre, elle était très masquée, et donc, tu
il y a certains de nos collègues qui vont dire oui, mais neutralité axiologique, en fait vous partez d'un point de vue du présent, vous partez d'une émotion, vous partez d'un parti pris, et donc vous brouillez ce qui doit être l'impassibilité de l'histoire, et nous sommes impassibles. Alors, je ne sais pas comment, tant pis pour eux, quoi. Mais de toute façon, c'est pas vrai, parce que personne n'est impassible. Là, c'est à partir du présent et de la prise en compte vraiment de ce que tu sens et de ce que tu comprends au présent, ça te permet de comprendre des choses qui n'avaient pas été comprises avant. Donc la neutralité axiologique, en fait, elle est supposée neutralité axiologique, que disent ça des gens qui, en fait, sont juste dans l'adhésion, je pense, à la neutralité macronienne. Et voilà, c'est ça, à la modération des politisations. Lorsque Macron dit demande aux journalistes d'être neutres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça. Et en fait, ça appauvrit l'histoire. Ça appauvrit l'histoire. Alors que cette capacité à partir du présent, je pense qu'on a envie de partager, elle invente elle redécouvre cet extrême centre. Voilà. J'espère. Il y a peut-être des questions ou... Ouais, oui. Ça ne veut pas obviamente revenir à la position centrale de Saint-Pierre. Il ne faut pas confondre les deux. Neutralité ne veut pas dire quelque chose à équidistance de deux positions qui seraient engagées. Et le deuxième élément qui me paraît important pour ce que tu viens de souligner aussi, c'est que certes, comme Marlock, historien, comprendre le présent, partir du présent pour retourner dans le passé et interroger le passé pour comprendre le présent. La démarche, qui est une démarche absolument axiologique. Néanmoins, il y a autre chose, c'est la distance. Il y a l'historien mondial, si on veut dire autrement, la contextualisation. Autrement dit, le péché capital, quand même, pour le métier, c'est l'anachronisme. Ça, on ne va jamais oublier. Donc, l'historien, c'est malgré tout alors certes, Mais c'est quoi un anachronisme? Pour toi, c'est quoi un anachronisme? C'est quoi un anachronisme pour toi? l'anachronisme, c'est le fait de prendre des concepts qui sont adaptés à un temps qui a changé. C'est la prise en compte du temps. Et si le concept, tu l'inventes? Dans le cas de l'extrême centre, si tu inventes un concept, comment tu considères cela? Non, mais l'extrême centre, je ne suis pas entièrement convaincu. Par exemple, la démarche. Tu l'as jamais été? La démarche que tu prends, par exemple, pour poser la figure centrale du dirigeant sans intermédiaire qui, en plus, en France, est facilement caporalisé. Eh oui, c'est l'histoire, ça. C'est une démarche d'extrême centre, ça, dans la mesure où c'est celle du général Boulanger. Or, que faisait le général Boulanger? C'est quand même, on est en France en permanence confronté à la figure du général Boulanger. Qu'est-ce que c'était Boulanger? C'est un élan de populisme de gauche, très très fort au début. Oui, bien sûr. La plupart des anciens communards, des blanquistes, Oui, complètement. les premiers à s'en confronter. Complètement. Donc, qui viennent de gauche, et un populisme de droite par la suite qui va effectivement dénoncer. Oui. Et c'est les deux. Oui. Donc, c'est ce que tu appellerais les extrêmes Non. qui vont se retrouver derrière une figure qui est une figure complètement effectivement caporalisée. Mais Est-ce qu'ils pour- se mais pour le retrouvent coup- ces deux moments? mais pour le coup- Est-ce que c'est les mêmes pas Pour forcément. le coup, Peut-être pour le que coup, la non. gauche est pas Là, bien. là, tu es sur l'archéologie de mon travail qui m'a aidé à penser ce concept-là, à se forger ce concept-là. C'est le travail de Ziv Sternel. C'est ni de gauche ni de droite, quelque chose d'autre qui serait la droite révolutionnaire. Un autre oxymore. Un autre oxymore. Mais justement, tu ne peux pas dire que Macron ce soit la droite révolutionnaire. Et tu ne peux pas dire que Bonaparte, de 1799, c'est même la droite révolutionnaire. Tu ne peux pas le dire non plus de Napoléon III. Tu peux encore moins le dire du général de Gaulle. Ils sont autre part.
Là, on est sur un autre aspect aveugle. Hein. Je pense que Ziv Sternel a découvert un premier aspect aveugle, la quatrième famille de droite. Qu'est-ce qu'il a entendu de la part des étudiants de René Raymond et René Raymond lui-même. Et là, je repars de cette idée-là de ni droite ni gauche, mais pour la penser non dans un principe anti-étatiste ou rébelliogène, mais au contraire super étatiste et super producteur de stabilité sociale. À la fin, et fondamentalement, alors tu vas peut-être me trouver très caricatural, mais cette semaine, on l'a bien vu, l'extrême centre, quand même, au bout de quelques mois de surprise, car c'est toujours une surprise, l'extrême centre, c'est une prise par surprise des partis classiques qui s'essoufflent à un moment donné, qui sont en crise, qui n'arrivent plus à représenter, hop, et on va être quelque chose au-dessus de ces partis-là. Quand ces partis s'essoufflent et se fatiguent, cette figure d'extraction apparaît, mais inéluctablement, au bout de 2 ou 3 ans de fonctionnement, c'est ça pour moi la distance, c'est ça pour moi le contexte, ça glisse toujours vers ce vers quoi ça doit glisser, c'est-à-dire le scénario de la semaine dernière, vers la droite. Pour finir, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour contextualiser ce qui se passe présentement, donc je me refuse à intervenir sur la situation. Je ne peux pas. Je peux le faire entendre. Tu ne peux pas dire que le président Macron glisse vers une politique de droite insensiblement, mais inéluctablement depuis 8 mois. Oups. Enfin, en même temps, depuis une trentaine d'années, il y a quand même un institut qui s'appelle l'Institut d'histoire du temps présent, qui donne aux historiens des outils de penser le présent comme une histoire. Les outils sont souvent contestables. Oui, oui. Mais est-ce que alors, en posant la question différemment, est-ce que tu penses que le temps présent peut être abordé par les historiens avec leurs outils? Oui, d'accord. C'est ce que je voulais dire. Non, d'accord, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. C'est essayer de construire. Oui. Oui. Oui, d'accord. Oui, enfin, tu trouves que ce sera mieux le jour où plus aucun d'entre nous ne sera plus jamais invité? Ah oui. 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 Mais c'est pour ça que j'ai fait un bouquin où je ne porte aucun jugement moral sur les girouettes, en essayant de comprendre leur existence dans un moment complètement fou. Oui, oui. Oui, oui. Oui. Oui, c'est intéressant de dire ça, bien sûr. Oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais il faut qu'on aille se préparer.
Oui, on va se préparer. Mais là, si vous êtes de l'autre côté, on risque d'être encore moins là, dans le public. Oui, c'est intéressant. Oui, ça c'est terrible.